Plus simple. Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec les Chroniques de l'Empire d'André Archambault, auteur et commentateur politique qui vit en Amérique du Nord. Je suis Gilbert Daouet d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule Le colonel MacGregor, cible de l'OTAN et de l'Ukraine. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque de YouTube, d'Odyssée et de X maintenant. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, de suivre sur X, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Et merci d'avance d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Café, c'est parti. Alors, André, qui est ce colonel, fameux colonel MacGregor dont tout le monde parle, ou tout au moins on peut voir ses émissions sur Fox News aux États-Unis ou sur des chaînes YouTube? Oui, alors, bonjour, Gilbert, pardon. Oui, MacGregor, il est très connu effectivement sur les médias américains, principalement dans la lignée Fox News et Newsmax. Il avait été d'ailleurs lancé par Tucker Carlson sur Fox News. Mais depuis maintenant 3 ans, on peut dire qu'il a une suite d'admirateurs Internet qui est considérable. Il est suivi presque autant que des gens comme Trump ou Tucker Carlson pour certaines de ses émissions et de ses interviews. Alors, qui est-il exactement? Il est connu surtout parce qu'il a été le collaborateur de Trump à la présidence, à la Maison-Blanche, dans les derniers mois de la présidence Trump, lorsque Trump a compris qu'il fallait cesser de s'entourer de néoconservateurs bellicistes et qu'ayant remarqué sur Fox News ce colonel, il a voulu le connaître et donc il a embauché dans son équipe. Et il voulait d'abord le nommer ambassadeur en Allemagne parce que MacGregor, dans sa carrière militaire, a fait une partie de sa carrière dans l'OTAN, en tout cas au service de l'OTAN en Allemagne, donc il connaissait déjà bien l'Europe et l'Allemagne. Toujours est-il donc qu'il a été tout de suite taxé par les médias, donc de collaborateur de Trump, ce qui l'a mis un petit peu sous observation ou sous admiration, selon le camp qui parlait de MacGregor. Alors il a fait West Point. Il est originaire d'une famille écossaise, si l'on en juge par les tartans qu'il met derrière son fond lorsqu'il parle dans les réseaux sociaux. C'est un admirateur de Napoléon. Il a écrit beaucoup de livres très influents, on pourra peut-être en discuter un peu. Il a participé à la guerre de Yougoslavie et du bombardement de la Yougoslavie à l'époque, et il a participé à la guerre d'Irak également, mais on peut dire qu'il en a tiré les leçons et qu'il s'est demandé à chaque fois pourquoi on a fait ça. Il a quand même été en Irak, dans la guerre d'Irak, il a été quand même le commandant de la plus grande bataille des blindés au nord du Koweït. Donc c'est Alors pas absolument, fait la guerre. absolument, on peut dire qu'il a eu des réalisations comme ça de cette nature assez spectaculaire. Effectivement, comme tu dis, c'était la plus grande bataille blindée. Il était dans les blindés, il était le concepteur de la bataille et le leader sur le terrain. Où ils sont sortis d'une tempête de sable par surprise et puis ils ont anéanti toute une série d'unités militaires irakiennes, dont une partie de la garde républicaine. Donc c'est pas un rigolo, c'est un vrai militaire. Mais c'est aussi un stratège, c'est-à-dire qu'on oublie toujours que c'est pas parce qu'il a été du côté de Trump l'a embauché, c'est que Trump avait vu en lui le stratège qu'il avait été lorsqu'il était collaborateur de Bush. Parce qu'il faut voir que toutes les guerres du Moyen-Orient de l'époque des Bush ont en quelque sorte son empreinte, parce qu'il avait écrit au Pentagone toute une série de plans de réorganisation de l'armée, de réorganisation des tactiques et des stratégies. Et d'ailleurs, quand on regarde ses bouquins, on va mettre un lien dans l'émission pour voir tous les livres qu'il a écrits. Il a écrit des livres de stratégie militaire sur les principales batailles du XXe siècle et quoi en tirer comme conséquence pour le XXIe siècle. Il a écrit un livre, donc effectivement, sur les féroces guerriers, des tankistes de la guerre du Golfe. Et puis il avait écrit un livre repris par toute l'administration Bush, je le disais à l'instant, et toute la presse avec beaucoup d'admiration sur la façon de réorganiser l'armée pour justement affronter les défis du XXIe siècle et oublier les vieux schémas de la Deuxième Guerre mondiale et ne pas se laisser surtout enliser dans la foi, j'allais dire, irréductible en la technologie, parce qu'une armée, c'est aussi des hommes, c'est aussi des troupes en mouvement, c'est aussi de la stratégie. En tout cas, c'est certainement pas un expert militaire des plateaux télé.
Non, et pas du tout. Oui, la guerre, il l'a fait vraiment. Et donc, c'est d'ailleurs intéressant parce que il n'est pas non plus haï par les plateaux télé américains. C'est-à-dire qu'il y a encore cette aura de grands stratèges de la guerre du Golfe, ou en tout cas d'être parmi les grands stratèges de la guerre du Golfe. Il y a cette aura d'historien militaire. Et il y a quand même, quand on l'entend parler, cette espèce de discours à la fois militaire et à la fois de culture générale qui montre que c'est pas le dernier des imbéciles, en quelque sorte. Alors, je disais tout à l'heure qu'il est ressorti de toutes ces expériences, une impression que finalement, à quoi bon faire toutes ces guerres? C'est-à-dire, c'est un guerrier qui a du recul par rapport à la guerre. Et il a donc effectivement été très marginal assez rapidement. André, quel est son mode de raisonnement militaire? Oui, alors d'abord, comme je le disais, je crois à l'instant, il part de la culture générale. C'est un des rares militaires qui dit que quand on veut faire une stratégie militaire, une campagne militaire, un plan d'invasion, un plan de bataille, il faut intégrer des facteurs qui ne sont pas technico-matériels, mais qui sont aussi culturels et religieux. C'est quand même assez rare pour un militaire des temps modernes. Donc il a ces grandes connaissances historiques et culturelles qui lui permettent donc de définir des plans beaucoup plus affinés qualitativement. Par ailleurs, il considère que la technologie est absolument nécessaire, mais qu'elle n'est pas suffisante, c'est-à-dire que la technologie ne va jamais remplacer les bonnes organisations humaines. Et donc, c'est une de ces caractéristiques qu'il a mis d'ailleurs en bisbille contre son état-major de généralissime de plateau aux États-Unis, qui effectivement, eux, suivent immédiatement les directives du complexe militaro-industriel, veulent passer des commandes et des commandes et des commandes de matériel, là où c'est pas forcément nécessaire. Donc ça, c'est les moyens financiers et les moyens matériels ne sont pas suffisants. Il faut la bonne organisation qui soit culturellement combative. Et là, on arrive à l'aspect culturel, donc sociétal. Quand l'armée devient un champ d'action sociétal, comme c'est le cas aujourd'hui, elle perd le moral, parce que l'armée, c'est d'abord et avant tout une institution destinée à combattre. Et il est assez ferme là-dessus. Et il insiste beaucoup aussi sur une chose, c'est qu'il y a beaucoup trop de généraux aujourd'hui dans l'armée américaine. C'est quasiment l'armée mexicaine parce qu'il y a un rapport de 1 à 5 en nombre de généraux et hommes de troupes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus que 1 pour 1000, je crois, général pour 1000 hommes de troupes, alors que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en avait 1 pour 5000. Donc, et c'était en guerre. La Seconde Guerre mondiale, c'est une vraie guerre lourde. Donc, et ce qu'il dit, c'est que les trop de généraux, c'est pas seulement donc d'avoir une armée mexicaine, c'est aussi d'avoir des gens qui ont un petit état-major autour d'eux, qui veulent exister, qui veulent bien se faire voir, qui veulent faire plaisir à leurs futurs employeurs si un jour ils veulent quitter l'armée et aller se faire embaucher dans le complexe militaro-industriel, et qui donc finalement coûtent très cher en commande de programmes, en commande de matériel, en lobbying. Et donc, c'est quelque chose qui alourdit considérablement la chaîne de commandement, qui fait que finalement, l'armée américaine est quand même un petit peu obèse à la tête. Alors ça, c'est quand même important, et ça l'a fait mal voir là-dessus. Et d'ailleurs, il dit, c'est peut-être un peu pour se servir lui-même, parce qu'il a été brillant pendant la guerre du Golfe, il dit, depuis la guerre du Golfe, l'armée américaine est rentrée en décadence, c'est-à-dire en matière d'effectifs, en matière d'organisation, en matière de stratégie, et surtout comment planifier la paix après avoir fait la guerre. Elle est incapable de le faire. Donc c'est une armée qui n'est plus capable d'être comme un poisson dans l'eau lorsqu'elle est sur le terrain de combat. C'est une armée essentiellement technologique, mais c'est tout. Alors c'est quand même important, mais justement, c'est pas une armée qui est capable, ça c'est le point le plus fondamental qui le fait haïr, c'est qu'il dit, et personne ne le croit, ou ne semble le croire, encore que jusqu'à présent, les doutes commencent à surgir, il dit, mais vous ne vous rendez pas compte que l'armée américaine telle qu'elle est aujourd'hui, en dépit de tous ses atouts, de toutes ses technologies, d'ailleurs de plus en plus coûteuses, et n'est pas de taille à faire une guerre conventionnelle en Europe contre la Russie. Elle n'a pas les effectifs, elle n'a pas les rotations de matériel, elle n'a pas les rotations d'effectifs aussi. Donc, il y a toute une série de paramètres qui font qu'elle n'est plus capable de mener une guerre frontale contre les Russes et que donc le gouvernement américain est complètement insouciant à vouloir absolument provoquer les Russes et à vouloir les mener à l'escalade parce que ça risque de se retourner contre l'intérêt du peuple américain. Alors ça, c'est quand même quelque chose de très important qui fait que parfois on l'accuse d'être un suppôt de Poutine juste parce qu'il veut protéger le peuple américain d'une guerre qu'il risquerait de perdre ou dans laquelle il aurait des pertes colossales.
quelle est sa philosophie civique et ses messages politiques? Alors ça, c'est ça qui est intéressant parce que c'est un militaire qui pense. Il a une vision politique, culturelle, philosophique et fondamentale. Il vient d'ailleurs de créer un think tank qui s'appelle Our Country, Our Choice et qui est d'ailleurs en quelque sorte Notre pays, notre choix. notre pays, notre choix. Comme certaines femmes disaient mon corps, mon choix, lui, c'est notre pays, notre choix. Fondamentalement, il considère que les États-Unis, non seulement l'armée américaine est en décadence totale, mais la société américaine elle-même est en décadence totale, et donc que la priorité est effectivement de renforcer l'énergie intérieure de l'Amérique avant d'aller faire des guerres dans le monde qui sont de plus en plus aventureuses, sous prétexte qu'on veut satisfaire la cupidité de tel ou tel groupe de pression qui veut faire main basse sur des territoires, sur des ressources énergétiques ou des terres rares. Et il y a une autre chose aussi qui fait que il est original, c'est-à-dire que il donne une autre raison que simplement faire de mauvaises guerres qui coûtent trop cher, etc. Il y a aussi une raison idéologique parce que il est très marqué, ou en tout cas, il insiste beaucoup là-dessus, comme avec Carlson d'ailleurs, sur le fait que il y a une haine de l'establishment américain globaliste et wokiste à l'égard de la Russie qui est exactement la même que celle qu'ils éprouvent à l'égard du peuple américain, en tout cas de l'Amérique traditionnelle. Et que ce qu'ils ont réussi à faire, c'est-à-dire déstructurer les États-Unis, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est-à-dire déstructurer l'Europe, ils veulent maintenant le faire sur la Russie et c'est pour ça qu'ils veulent vraiment se débarrasser de Poutine, c'est pour ça qu'ils veulent vraiment prendre le contrôle de la Russie, bien sûr pour les richesses, ça va de soi, mais aussi parce qu'ils veulent arrêter de voir cette société évoluer comme une société nationale, avec une culture nationale, avec une culture historique qui est au contraire de ce que les globalistes mondialistes veulent, c'est-à-dire une atomisation de tous les habitants de la planète dans un vaste ensemble numérisé. Donc ça, c'est quelque chose de fondamentalement idéologique. Sa décision de ne pas s'engager dans une guerre contre la Russie, c'est également une question de solidarité, finalement, entre le peuple américain et le peuple russe. Pourquoi est-il important? Il est important parce que, comme il le dit dans le site de son think tank, il est minuit moins 5. C'est-à-dire qu'il considère que les États-Unis sont sur le point de basculer dans le gouffre. Alors tout le monde le dit souvent, mais quand on regarde tous les signes les uns après les autres d'élitement de la société, même s'il y a des poches encore très solides aux États-Unis, il y a effectivement une inquiétude à avoir. La moralité politique a cessé d'exister, l'État est géré comme une république bananière, les oligarchies privées décident exactement ce qu'elles veulent, comme elles veulent, quand elles veulent, et les membres du Congrès ne sont jamais que des exécutants, ou les membres même de la Maison-Blanche, à l'exception de quelques-uns maintenant avec le renouveau constitutionnaliste populiste. Donc il est important parce qu'il s'inscrit dans ce mouvement de reconstitutionnalisation du pays, en ce sens qu'il faut redresser le pays et restaurer les valeurs primordiales de la Constitution américaine et restaurer la démocratie aux États-Unis, puisque la démocratie n'existe plus. Donc c'est quand même quelque chose de très important et il incarne finalement, si je dois dire pour finir, le Trumpisme avec ou sans Trump ou en dehors de Trump, parce que maintenant il y a vraiment un mouvement qui est indépendant de Trump. Tu l'avais dit une fois dans une chronique, c'est pas Trump qui l'a inventé, le Trumpisme, il est venu spontanément de la base et il a surfé dessus. Mais en fait, en réalité, maintenant, ce qui se passe, c'est que avec les réseaux Carlson, avec le réseau McGregor, avec les réseaux de tous les autres dont on avait parlé dans précédentes chroniques, il y a maintenant une petite masse critique aux États-Unis qui est capable de faire contrepoids. Petit A pour le cas où Trump serait éliminé et les néoconservateurs reprendraient de plein pied le pouvoir à Washington officiellement et non pas en coulisses comme aujourd'hui. Petit B au cas où Trump réussirait à s'extirper de toutes ces difficultés à se faire élire. Peut-être qu'avec un groupe à côté comme ça, think tanks et de puissance intellectuelle et de masse critique intellectuelle, ça lui éviterait de répéter les mêmes bêtises qu'il avait commise lorsqu'il était président, en s'entourant de ses pires ennemis à la Maison-Blanche, qui ont tout fait pour lui faire le contraire de ce qu'il voulait faire en matière de politique internationale, en matière de politique intérieure. Je pense qu'il a compris, Trump. Mais ce qui est intéressant,
c'est que cette fois-ci, il y a, surtout en ce qui concerne la guerre en Ukraine, c'est qu'il y a un groupe d'anciens militaires des États-Unis, dont Scott Ritter et d'autres, qui ont leur propre chaîne YouTube et qui font campagne activement contre l'intervention américaine en Ukraine. Ben, écoute, ça commence. C'est effectivement, il a été le premier, McGregor, mais il y en a d'autres qui ont suivi derrière. Et en général, ils utilisent les mêmes arguments. C'est-à-dire que quand on veut faire une guerre, il faut être capable de la gagner. Or, aujourd'hui, on n'est pas capable de gagner une guerre frontale contre la Russie. On est bien sûr capable d'utiliser l'Ukraine comme une immense société de mercenaires, transformer l'État ukrainien en société, en super Wagner occidental. Mais la réalité, c'est que ça, c'est une chose. Et si ça marche, tant mieux. Mais si ça marche pas comme ça, commence maintenant à donner l'impression que ça ne marche plus. Rentrer en guerre soi-même, c'est un pas de géant ou d'inconscient à franchir. On avait peut-être pensé avoir entraîné Poutine dans un piège, à l'amener à lancer l'opération spéciale, et peut-être que le piège s'inverse maintenant, auquel cas il faudrait, si jamais les États-Unis rentrent dans une guerre ouverte avec leurs propres soldats, ils risquent d'en pâtir énormément. Beaucoup de militaires sont conscients de ça, parce qu'en général, les officiers de l'armée sont toujours conscients de ce que c'est que perdre ses effectifs et de perdre ses troupes au combat. Ça va être le mot de la fin. Bon, Archambault et Daoued, c'est fini pour cette semaine. Et merci, à la prochaine.